le deuxième jour du Data and AI for Business Forum et Meetings. C'est parti et je vais d'abord laisser la place à Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. Il va nous parler des défis brûlants de la data en 2023. Emmanuel, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, ça bouge. Je pense que vous avez vu déjà beaucoup de choses hier pour ceux qui étaient avec nous. On va continuer avec cette présentation pour échanger un petit peu sur les défis de la data. C'est clair, c'est Bain qui nous disait il y a beaucoup d'outils d'IA. C'est pas nouveau, hein. L'intelligence artificielle, ça fait quelques années qu'on en parle. Alors avant, c'était très théorique, ça se transforme tout doucement en plein d'applications métiers ou d'applications sectorielles, mais on voit que finalement, c'est encore long à déployer pour la simple et bonne raison déjà, c'est que souvent, on n'a pas fini de structurer sa data. Ce chantier de ranger la data, de la structurer, de l'interconnecter entre les applications métiers, ça prend du temps. Pouvoir plugger de l'IA, faut-il encore avoir tout simplement sa data propre, rangée, disponible et connectable. On a tous du legacy, on a tous des outils qui étaient là depuis quelques années, qui n'étaient pas forcément prévus pour tous ces échanges. Et donc cette data, va falloir la préparer, va falloir la nettoyer. Hein. Souvent, on va la redresser, on va la corriger. Je sais pas, ça peut être les adresses qui sont fausses, ça peut être des erreurs de saisie, ça peut être le fait qu'elle n'est pas normalisée. Je sais pas, dans une base client, il y en a qui ont mis Hollande et d'autres Pays-Bas et d'autres Netherlands. Enfin, c'est des détails comme ça, mais au final, on dit toujours garbage in, garbage out. Voilà, il faut bien nettoyer les choses pour que les résultats à la fin qui vont être générés tiennent les choses. Quand on parle d'IA et par exemple de computer vision, on va nous parler de data labeling. Donc, on va retourner un peu sur cette idée de master data. On va devoir définir un certain nombre de champs, les valeurs qui peuvent être apportées dedans. Il va falloir qu'on étiquette finalement sa donnée. Quand on regarde par exemple le PIM, donc tout ce qui est fiche produit dans le retail, à un moment, est-ce qu'on a les bons descriptifs, est-ce qu'on a les bons visuels, est-ce qu'on a les bons ingrédients, les bonnes dimensions, et avec le DAM, est-ce qu'on a les bons visuels associés. On voit que finalement, dès qu'on commence à être avec beaucoup de SKU, beaucoup de produits, qu'on est à l'international avec toute la partie traduction, c'est pas toujours aussi simple, et il y a un vrai boulot de qualification à faire. Et puis après, l'IA, on va pas la plugger instantanément et ça marche, quoique. Souvent, il va falloir l'entraîner. Donc, quand on parle de machine learning, il peut être automatique, mais souvent il va être supervisé. On va vérifier au début que la machine a fait ce qu'on veut, et des fois on va devoir même payer des prestataires. On a eu l'exemple sur ChatGPT où ils ont payé pas mal de Kenyan, pas très cher, pendant longtemps pour déjà vérifier plusieurs fois les réponses et de temps en temps dire à la machine ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il y a une erreur. Vous êtes tous des entraîneurs gratuits d'IA quand vous remplissez les CHAPCA chez Google par exemple et qu'on vous dit retrouve les voitures, retrouve les passages piétons, montre-moi dans ces photos tous les palmiers, etc. Mais en fait, vous êtes en train de faire du labeling, vous êtes en train d'aider. Donc, ils vont proposer plusieurs fois la même photo à plusieurs personnes, et au bout d'un moment, ils vont se dire si tout le monde a cliqué sur ces cases-là, ça, c'est un palmier. Et au bout d'un moment, la machine, à terme, elle va être capable de reconnaître un palmier, un passage piéton sous tous les angles, dans toutes les formes. Donc, tout ce boulot d'entraînement, on l'oublie un peu. On a toujours un peu cette idée de l'IA, c'est magique. On appuie sur un bouton et ça marche tout seul. La réalité, c'est quand même il y a tout ce boulot de préparation, d'entraînement, d'affinement avant de pouvoir la lancer. Et puis cette donnée, finalement, on oublie que il y en a plein de types. Alors déjà, il y a des modes. Il y a 2-3 ans, tout était big data. Puis après, tout a été IA. Puis après, tout a été blockchain et Web3. Et là, on revient sur l'IA générative. Mais finalement, voilà, on parle pas tout à fait de la même chose. Et s'il y a des responsables data dans la salle, je pense que de temps en temps, vous en avez un peu marre qu'on vienne vous voir parce que tout le monde croit que le truc c'est de la data, quoi. C'est un bon formulaire, c'est un peu comme à l'IT avant on venait avec le problème d'imprimante, là on vient avec le problème de ma fiche, ma facture, parce que finalement je peux avoir déjà de la small data quand on regarde le SEO, par exemple, on va avoir les sujets d'open data, parce que quand on va laisser une partie de notre donnée s'interconnecter avec d'autres, demain, par exemple, sur la Smart City, ça peut être les données des horaires SNCF qu'on va pouvoir interfacer avec la météo et on va pouvoir interfacer avec la pollution, je ne sais pas, et pour en tirer des conséquences.
Ça serait bien qu'on se dise que de temps en temps, la data périmée aussi, c'est que toute data n'a pas forcément de sens à être stockée et à être stockée forever. Des fois, il y a aussi des choses, il faut se dire, bon là, ça, on clean. Bon, après, il y a des fois des enjeux régulatoires de garder les archives ou l'historique, mais il y a des fois, il y a tout un tas de choses, ça n'a aucune utilité à part en live ou pendant quelques mois. Voire avec le RGPD, on est censé d'ailleurs supprimer un certain nombre de données au bout d'un certain temps. On voit aussi que face à ça, la régulation qui est toujours moins rapide que la tech essaie de courir un petit peu derrière. Alors, on a eu le RGPD, maintenant on a le Data Act, d'ailleurs on va avoir un AI Act aussi qui arrive. On voit qu'aux USA ils sont en train de bouger, la Chine ils ont le PIPL. Voilà. Après, c'est toujours cette difficulté de faut cadrer et border pour éviter les excès et les abus, et en même temps, on ne veut pas freiner complètement l'innovation. Et on voit bien que là, sur par exemple les LLM et l'IA générative, c'est pas évident, parce que dire demain, avec le RGPD, je veux retirer mes données de ce que ChatGPT a avalé, en fait, il l'a appris, s'en est inspiré. Il n'a pas forcément gardé mes données individuelles, mais il s'en est inspiré. Donc, on voit bien que la régulation, elle galère un peu à suivre. Enfin, en tout cas, il faut toujours la revisiter, voir si c'est des jurisprudences, à l'aune des nouveaux usages ou à des nouvelles innovations technologiques. Surtout qu'on est dans un domaine qui est par essence mondial, là où les législations, les régulations, elles sont nationales, voire au niveau des États aux États-Unis. Donc ça simplifie pas les choses, parce que quand on a une plateforme c'est dans le cloud, le cloud il est bien hébergé quelque part, mais on voit que c'est pas si simple que ça. On voit que finalement, par exemple, on a une possibilité, une opportunité, c'est les data clean rooms, où là, on va passer par une sorte d'antichambre, où on va nettoyer une partie de la donnée ou anonymiser pour pouvoir demain échanger avec d'autres acteurs sans forcément donner les données les plus spécifiques ou les plus privées de nos utilisateurs. Donc, il y a la régulation, et puis il y a, on essaie aussi de jouer avec elle, de trouver des solutions qui respectent la régulation, mais loin d'être simple, même si on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne pourra plus rester en silo dans l'entreprise, voire on ne pourra plus rester au niveau d'une seule entreprise. Déjà, souvent, on est multimarque, multigroupes, multi-pays, et puis souvent, on doit travailler avec des fournisseurs, on doit travailler avec des clients, on doit travailler avec un écosystème, et puis il y a nous, nos éditeurs de logiciels, les agences, enfin, on voit bien que tout ça, c'est quand même assez compliqué. Évidemment, derrière tout ça, il y a des enjeux de cybersécurité. On l'a vu, l'explosion des fuites de données, des ransomware, des hackings. Je pense que vous avez vu là les données de l'Ukraine, des États-Unis qui se sont retrouvées sur la toile. Et alors, c'était pas de la faute de TikTok, parce que vous avez l'air au Sénat d'être super à fond sur TikTok. Non, c'est juste un de leurs geeks, fan de gaming, qui voulait se faire mousser sur Discord et qui a commencé à partager des fichiers top secrets. Donc, c'est pas un super hacker, c'est pas un espion. C'est juste quelqu'un en interne qui s'est permis de partager des données internes, pas de l'entreprise, mais là de l'armée américaine, sur les réseaux. Donc on voit que la cybersécurité, c'est pas évident, parce qu'évidemment, il y a une sécurité au niveau software, hardware du site, mais souvent, la plupart des failles, c'est de l'humain. C'est soit on n'a pas fait les bonnes choses, on n'a pas mis le bon mot de passe, on l'a pas changé, on l'a laissé sur un post-it, ou je sais pas, on a perdu son laptop, on l'a pas déclaré, ou quelqu'un, vous vous rappelez les arnaques au président avec le téléphone, où je vais manipuler quelqu'un en social engineering, je vais faire de l'intox en me faisant passer dans un grand groupe par un des big boss qui va me dire de faire un virement. Chaque année, il y a encore des boîtes qui continuent de faire des virements parce qu'on a manipuler la CFO ou la comptable ou la personne qui a accès, et à l'heure aujourd'hui des deepfakes où on va pouvoir créer des fausses voix, on va pouvoir créer des faux textes, etc. A priori, c'est pas terminé. Et là, on voit que on est tous un peu mal préparés, pas parce qu'on veut mal faire, mais en fait, il y a tellement de choses à sécuriser dans une organisation. J'ai discuté avec un industriel, il me disait, dans une usine, il y a quasiment 300 logiciels, juste sur une usine de production. Parce qu'il y en a une par machine, plus l'éclairage, plus le chauffage. Donc, vous imaginez que toutes ces apps ne sont pas forcément maintenues, mises à jour, patchées, etc. Si on ajoute l'humain derrière, et c'est là où finalement c'est un peu comme les alarmes incendie.
il n'y a que quand on ne fait pas de test qu'on se rend compte que l'alarme ne marche pas. Bah, c'est vrai que de temps en temps, faire des tests pour vérifier si les gens ne cliquent pas sur n'importe quoi dans les emails. Et encore une fois, ça peut aller très vite. Et même les meilleurs, on peut se faire prendre en hameçonnage. Bah, effectivement, c'est bien de faire tous ces exercices parce que si on se dit qu'on a expliqué une fois il y a 5 ans, depuis, il y a la moitié des gens qui ont changé et qu'on ne le rabâche pas régulièrement, bah, finalement, on va vite perdre la main là-dessus. On voit que les attaques se multiplient et se multiplient pas que sur les entreprises. On a vu beaucoup les hôpitaux. On a vu des mairies, on a vu des équipements. Finalement, comme on a de plus en plus de choses connectées, on a le risque qu'effectivement, demain, on puisse paralyser de plus en plus de choses. Le business, voir si on a une smart city, demain, on pourrait imaginer paralyser le trafic, paralyser... et c'est vrai que sur les hôpitaux, on imagine tout ce que ça peut créer comme danger sur la vie humaine. Là, on parle plus juste de données ou d'argent. Ça peut être, je sais pas, une opération qui est paralysée en plein milieu et la personne qui décède. Donc on a une croissance des attaques. Du coup, évidemment, on connaît certaines entreprises qui l'ont partagé, mais la réalité, c'est que la plupart ne le disent même pas. Et quand on a une attaque, la réalité, c'est que souvent, on est bien démunis. C'est un peu trop tard. Dans certains cas, il faut jeter tous les ordinateurs de l'entreprise. Je connais une chaîne de télé à qui c'est arrivé il y a quelques années. En fait, ils n'étaient tellement pas sûrs d'avoir nettoyé que on prend tout et on jette tout à la poubelle pour redémarrer de zéro. Donc vous imaginez, c'était au moment de la négociation des tarifs, le bordel que ça fait. D'un seul coup, on ne pouvait plus envoyer un email aux collaborateurs de la chaîne de télé. Donc effectivement, c'est toujours un coût, la cybersécurité, mais en fait, on oublie vite, c'est un peu comme les assurances, que si la maison brûle, ça risque de coûter plus cher que la police d'assurance. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a des white hat hackers, on a des hackers éthiques. Donc aujourd'hui, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle des bounties. Donc, en fait, c'est des primes. Vous pouvez proposer des primes à des hackers qui vous alertent de failles de sécurité. Donc, vous allez les défier. Mais ce n'est pas des hackers qui viennent pour vraiment vous rançonner, c'est plutôt des hackers qui vont s'amuser à essayer de regarder votre infrastructure. Et s'ils viennent avec des failles de sécurité dans votre logiciel ou dans votre entreprise, vous allez dire une petite faille, on va la rémunérer $100, une grosse faille, $1000, une très grosse faille, 10 000. Alors ça peut paraître un peu bizarre de payer des gens pour essayer de défoncer vos systèmes, mais en même temps, il vaut mieux les rémunérer là et qu'ils vous alertent pour justement que vous les patchiez plutôt que d'attendre que quelqu'un les utilise réellement et vous demande plusieurs millions de dollars derrière en crypto. Donc il y en a qui font carrément des compètes en interne. Voilà, on aura tout à l'heure notre nouvelle école de cyber qui arrive et ils commencent à faire aussi ce type d'exercice avec des entreprises. Et puis, effectivement, c'est pas les galères qui manquent, les dénis de service. Donc là, on va sursaturer un serveur pour que le site tombe. Ransomware, on va rentrer dans les systèmes, mais on va carrément bloquer les ordinateurs, bloquer les machines, et tant qu'on n'a pas payé la rançon, potentiellement, on va menacer ou d'effacer ou de laisser l'entreprise bloquée. On a les fuites de données. Et alors, on imagine toujours que c'est un super hacker qui est venu. Des fois, le nombre de fois, il y a une base de données qui traîne sur Internet, pas protégée, pas de mot de passe ou de mot de passe de base, qu'on a oublié sur un serveur et que par hasard, quelqu'un... donc, c'est même pas du hacking. Des fois, c'est vraiment de la négligence. Et là, ils en sont aux États-Unis à imaginer potentiellement faire une nouvelle loi pour rendre responsables les entreprises de vraiment on va dire, si on n'a vraiment rien fait, ce que le RGPD potentiellement pénalise aussi, pour protéger les données de ses utilisateurs, on va pouvoir être potentiellement attaquable aux États-Unis parce qu'ils se disent qu'il y a un moment, il y a un minimum de responsabilité à mener. Évidemment, une partie, c'est les hackers. Ça, c'est leur faute. Mais si vous avez vraiment rien fait pour protéger la donnée, si vraiment vous avez été insouciant ou irresponsable, demain vous risquez de pouvoir vous faire aussi attaquer. Et alors on parle même pas du cyberespionnage puisque les États-Unis peuvent faire la leçon aux Chinois, mais enfin a priori ils sont pas les mieux placés pour pas écouter tous leurs alliés et leurs concurrents. Donc on voit qu'il y a plein de choses à faire, sensibiliser, j'en parlais tout à l'heure, former, prendre le temps, c'est expliquer aussi aux gens. Tout le monde se rend pas forcément compte que si je prends une clé USB, je la mets dans mon ordinateur sans trop, parce que j'ai trouvé sur le parking, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On a tout un téléphone perso, on a des fois plusieurs machines, donc ça pose 2-3 questions. Tester, c'est ce que je disais avec l'idée d'assurance. Et puis après, c'est aussi s'organiser, parce qu'il y aura forcément des crises.
Donc c'est aussi de se dire, même si on a tout fait pour l'empêcher, qu'est-ce qu'on fait le jour où ça arrive? Est-ce qu'on est capable de s'organiser? Est-ce qu'on sait qui appeler en interne? Est-ce qu'on sait quels prestataires avec lesquels bosser pour pouvoir défendre l'entreprise? Comment limiter la casse ou reprendre la main le plus rapidement possible? Et est-ce qu'on a les bonnes compétences? Et puis, si on va un peu plus loin, on n'a pas que les cyberattaques, hein. On a la lutte contre le vol dans le retail. En ce moment, ça peut faire sourire ou pleurer, mais évidemment, avec l'inflation et la difficulté sur le pouvoir d'achat, on a une explosion des vols dans le retail aux États-Unis, à New York et à San Francisco en particulier. Là, on était assez choqués quand on y était à la NRF en janvier. Carrément sous vitrine, on avait des produits électroniques, ça on avait déjà vu, les produits de beauté, mais là on avait des lessives. Ils en étaient à protéger les lessives tellement ils avaient de vols. Et dans certaines villes aux États-Unis, il y a Walmart qui a fermé parce qu'ils avaient trop de démarques, trop de vols. Donc là, on a une collaboratrice qui est d'origine serbe. Elle nous disait en Serbie, on a des antivols sur le beurre. Dans les supermarchés, donc ça peut être choquant, mais voilà, demain, comment on réfléchit à ça? Et donc là, par exemple, c'est Lowe's, qui est un peu comme le roi Merlin aux États-Unis. Eux, ils ont carrément mis une puce RFID dans les perceuses ou dans les gros produits électroniques un peu chers. Et si vous partez avec, si elle n'a pas été activée, en fait, votre produit, il est bricked, il est mort. En fait, il ne pourra jamais être activé. Donc, en fait, là, c'est carrément une sécurité électronique dans le produit pour pouvoir l'activer. Il y a toute la partie fraude en ligne. Hein. On parle beaucoup d'e-commerce, c'est bien, mais ça crée évidemment beaucoup de tentations. Et donc, là, on l'a tous vécu en tant qu'utilisateur, entre mets ton mot de passe, puis le SMS avec le code que tu as reçu, lève un pied, lève une main, mets ta main derrière la tête et on va réussir à faire notre achat. Mais en même temps, on n'a pas le choix parce que il faut bien sécuriser les choses et on commence à avoir des cartes, par exemple, de crédit biométrique où on va mettre sa main, enfin son empreinte de pouce, par exemple, pour pouvoir, à la place du mot de passe, alors j'espère qu'on ne coupera pas le doigt pour nous voler notre carte bleue. On a la blockchain sur tout ce qui est traçabilité et lutte contre la contrefaçon. Donc là, on va pouvoir stocker et verrouiller ou sécuriser la donnée. Faut-il encore que la donnée initiale soit la bonne? Mais en tout cas, en théorie, demain, par exemple, pour la seconde main dans le luxe, on va pouvoir prouver que, je ne sais pas, ce sac est un vrai, toute sa carte, son carnet d'entretien, pour la seconde main et pour d'autres. Et puis les cyberattaques, on en a parlé. Alors, évidemment, on a pas mal d'innovations. Hein. C'est un peu toujours le cambrioleur contre le coffre-fort. Hein. Et donc, effectivement, on commence à nous parler de quantique. Alors bon, après, il y a le vrai quantique et il y a ceux qui essaient d'utiliser la terminologie. C'est pas toujours simple. On a le chiffrement ubiquitaire, la blockchain, j'en ai parlé, Snowpack. Bon, enfin, il y a plein de technologies qui essaient de résoudre ou de limiter les problèmes. Et puis, faut-il encore avoir les bons profils? Donc là, on voit que surtout sur les profils IT, cybersécurité, data, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas assez par rapport aux besoins qui ont explosé. Les salaires aussi avaient un petit peu explosé. Bon, là, ça va peut-être revenir à la normale avec les licenciements, malheureusement, qu'il y a eu dans toute la tech. Mais c'est vrai que ça crée beaucoup de demandes chez beaucoup de monde et que c'est pas toujours évident de les attirer. On a une pénurie. Seuls 7% des employés français ont confiance en leurs compétences data, donc ça vous donne, et ceux qui ont confiance, je ne sais pas si réellement leurs compétences sont bonnes, donc ça pose quand même deux, trois sujets. On a un vrai sujet de manque de femmes aussi, hein, puisque dans les écoles d'ingé, c'est pas super équilibré, donc on essaie de récompenser les choses, mais on est encore loin d'y être. Et puis il y a tout ce sujet d'upskilling, peut-être des gens existants qu'on va reskiller ou upskiller vers ces métiers-là. Donc la France, 7%, alors qu'au Royaume-Uni, États-Unis, on est à 7%. Il n'y a que le Japon qui a l'air de maîtriser encore moins la data que nous. Alors je sais pas s'ils sont très humbles ou c'est juste la population est devenue très vieille. Alors on parlait d'électronisme pour la fracture numérique. Là, on nous parle de data alphabétisation, mais c'est vrai que ça paraît bête, il y a un effort à faire et pas que sur les employés, hein, sur les dirigeants aussi. C'est des gens qui n'ont pas forcément à l'époque été formés sur ce type de sujet-là. Et c'est vrai qu'en plus on adore jargonner et on ne rend pas toujours les choses très très simples. Donc là aussi il faut prendre le temps d'accompagner tout le monde. C'est leur mettre les bons supports, les bonnes formations, les bons formats. Et demain ça fera partie de notre responsabilité d'employeur. Et puis au-delà de ça, demain on va apprendre à travailler avec l'IA. On a eu un bon exemple avec
ChatGPT qui a un peu explosé. Alors maintenant, on attend d'avoir des solutions plus sécurisées. On a Copilot chez Microsoft qui va arriver dans PowerPoint, dans Word, dans Outlook, là, dans les prochaines semaines. Et puis, on aura certainement des applis d'IA dédiées au RH, au sales, à la logistique dans les mois qui viennent. Il va falloir apprendre à travailler avec, apprendre à travailler différemment. Ça veut dire que l'IA va tout faire. Souvent, il faut quand même bien la briefer, bien la superviser, repasser derrière. Mais en tout cas, elle va pré-traiter tout un tas de choses. La Poste, par exemple, qui a monté une école data et IA. Donc là, l'idée, c'est ils ont des gens fidèles en interne. Il y a peut-être des postes à faire évoluer, voire ils ont même proposé à des postiers de se porter. Et finalement, si on a des gens volontaires, motivés, pourquoi pas leur proposer en un an de se reformer pour une nouvelle carrière, alors que nous, on a des besoins, plutôt que de perdre du temps à les recruter, payer un cabinet et perdre beaucoup de temps, autant prendre des gens en interne. Et puis, derrière, on a quand même des impératifs éthiques. On voit bien qu'il peut y avoir tout un tas de biais dans la data. L'IA, elle a été entraînée avec de la data. Si, par exemple, j'ai une IA recruteuse, qu'elle a regardé qui on a recruté sur les CV reçus les 10 dernières années, qu'on était raciste et sexiste, l'IA, elle va, en machine learning, reproduire exactement la même chose. Donc, des fois, il faut se reposer aussi la question de est-ce que notre data, elle est objective ? On n'est jamais totalement objectif. Est-ce qu'elle n'a pas des biais ? Est-ce qu'elle recrute toujours le même type de profil, le même type d'école ? Et est-ce qu'on ne devrait pas bouger un petit peu les choses ? Demain, effectivement, si elle s'entraîne avec nous, on a vu quelques tests, par exemple chez Microsoft avant ChatGPT, où l'IA est devenue raciste parce que, en fait, à force d'échanger avec les gens, et comme elle a un peu le pire d'Internet, ou que les gens s'amusaient à la provoquer, elle s'est radicalisée toute seule sur Internet. Donc on va peut-être falloir encore la cadrer un tout petit peu. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a des projets pour lutter contre ces biais. D'abord, on a toute une communauté open source, qu'on oublie, avec GameFace par exemple et d'autres sur l'IA générative, parce que aujourd'hui ChatGPT c'est OpenAI, c'est Microsoft, Midjourney c'est une boîte indépendante, mais on commence à avoir tout un tas de solutions en open source, et puis un certain nombre, on va dire, de gens qui vont essayer de sensibiliser et de lutter contre ces biais. On a l'AI Act qui devrait pas tarder à arriver au niveau de l'Union européenne, avec des sanctions demain, un peu comme le RGPD qui pourrait aller jusqu'à hauteur de 6% du CA annuel. Bon, après, il va falloir, entre la théorie et la pratique, voir comment on gère ça, mais ça serait pour 2024, et demain, peut-être qu'on dira à l'IA, ça c'est interdit, ça c'est à haut risque, ça c'est à risque limité, au risque minime. Et donc, il y aura certainement un peu plus de cadrage. Là, c'est un peu la période Far West. Donc, pour conclure, effectivement, on va avoir les données prédictives exploser, et on va se baser, entre autres, sur les ERP. Les commandes e-commerce, on a tous besoin de mieux anticiper. On a vu là les énormes variations de volume. Donc, soit on se retrouve avec du stock sur les bras, soit on est en rupture de produits. Donc, mieux anticiper, c'est pas être à 100%, mais en tout cas, affiner un petit peu les choses. On va voir que effectivement demain les fournisseurs de solutions IA vont devoir aussi travailler pour limiter les effets de bord et les risques. Et puis effectivement l'IA risque de beaucoup reposer sur les briques dans le cloud. On a vu l'annonce de Bedrock avec Titan et Code Whisperer chez Amazon il y a quelques jours, qui va vous permettre d'hoster des briques d'IA générative de manière très simple. Donc là le cloud, finalement ça va nous permettre d'avoir des outils très puissants qui auraient été très coûteux à développer tout seul, et après on va développer au-dessus de ces modèles d'IA finalement une application spécifique à notre métier, à notre secteur ou à notre entreprise. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous annonce qu'on a quelques trend reports qui arrivent. Je vous annonce aussi, pour ceux qui seraient intéressés, qu'on a lancé là depuis déjà quelques mois des formations à l'IA générative. Vous avez entendu parler de DALL-E, de ChatGPT, de Midjourney, que ce soit plus sur la partie content marketing ou productivité. On est en train d'accompagner tout un tas d'entreprises comme Orange, La Poste, des agences de pub pour essayer de maîtriser tout ça. Et puis je vais laisser la place à Cédric qui va nous parler un tout petit peu de nos écoles data et cyber, parce que effectivement il faut préparer ou renforcer les équipes, et on s'est dit que le meilleur moyen finalement c'était de les former directement.